qu'il s'installe, Alexandre Saint-Onge est un artiste intermédiaire ainsi qu'un performeur sonore qui explore les mutations du corps performatif à travers ses médiations sonores, textuelles et visuelles. Docteur en études et pratiques des arts de l'UQAM, avec un doctorat obtenu en 2015, et professeur adjoint à l'École d'art de l'Université Laval, chers collègues. Il est fasciné par la créativité en tant qu'approche pragmatique de l'insaisissable. Il a publié plus d'une vingtaine d'œuvres et a présenté son travail au Québec, au Canada, au Chili et dans divers pays d'Europe. Il a fondé les éditions Squint Press avec Christophe Migon. Ouais. Et il crée au sein de collectifs ainsi qu'avec de nombreux artistes, parmi lesquels Marie Brassard, Simon Brand, Catherine Deneau, Suzanne Leblanc, Jocelyn Robert et Unzip Violence, parmi d'autres. Je lui laisse la parole, je me sauve. Merci. Pour être sur l'écouter. Bon, je parle le chronomètre, je vais essayer de ne pas excéder. C'est supposé durer à peu près 25 minutes, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible. Et si je parle trop rapidement, vous pouvez lever la main, hein, j'ai tendance à parler rapidement. Donc oui, Alexandre Saint-Onge, artiste intermédiaire et professeur adjoint donc ici à l'École d'art de l'Université Laval. Je me qualifie maintenant d'artiste intermédiaire parce que dans le passé, je me qualifiais souvent de performeur sonore, étant à la fois un artiste de la performance, un artiste sonore et un musicien expérimental actif dans le domaine professionnellement depuis plus de 25 ans. Mais je préfère maintenant, depuis 15 ans, me qualifier d'artiste intermédiaire puisque je m'intéresse particulièrement justement à la question de la performativité, donc à la relation, à la transformation, je dirais plus particulièrement, du corps performatif à travers différentes formes de médiation, qu'elles soient sonores, certes, mais aussi textuelles, visuelles. Hein, je produis autant des installations, des performances, des œuvres sonores, des textes expérimentaux, etc. Fait que c'est vraiment une approche très transversale. Et je dirais ce qui m'intéresse dans la performativité, c'est la performativité en tant que saisie en acte de l'imprévisible. De l'imprévisible. Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que c'est... Ouais, ça va, ok. Ça va, ok, parfait. Donc, cette idée de la transformation à travers différentes formes de médiation, puis cette saisie en acte de l'imprévisible qui est générée par cette boucle de rétroaction entre le corps performatif, les interfaces que j'utilise, telles qu'elles soient numériques, analogiques, et les différents artefacts qui sont générés, hein, qu'ils soient justement sonores, visuels et textuels. Ici, je vais plutôt me concentrer sur les artefacts textuels, puisqu'on est dans un festival de littérature. Et ce qui m'intéresse dans cette boucle de rétroaction, c'est sa valeur heuristique, hein, la façon qu'on peut faire certaines découvertes lorsqu'on est confronté à ce que j'appelle l'agentivité des artefacts et des interfaces, c'est-à-dire comment elles m'affectent autant que je les affecte. Donc, je me sens autant contrôlé ou affecté par autant les artefacts qui sont produits ou que j'utilise et les interfaces que moi. Et c'est vraiment cette relation qui m'intéresse afin de me confronter à ce qui m'excède et afin de mieux comprendre, dans le fond, les matériaux que j'utilise. Tout ça dans une perspective aujourd'hui, que je dirais, sur le rapport à la matérialité du langage. C'est-à-dire, je vais plutôt m'intéresser à mes travaux des dernières années où je me suis intéressé à une émergence langagière où le matériau textuel est indissociable des travaux artistiques et vice-versa. Donc, on n'est pas dans un discours de justification ou dans un métadiscours explicatif de l'œuvre, mais je m'intéresse plutôt à comment la textualité et les travaux artistiques sont vraiment interreliés. Et c'est pour ça que pour moi, le langage poétique, c'est un langage poétique particulier, là, vous allez le voir, qui s'inscrit peut-être plutôt dans un paradigme plus proche des arts visuels. C'est pas pour rien que j'enseigne en arts visuels. Je vais y revenir. Mais donc, une forme poétique qui est pour moi beaucoup plus juste pour témoigner de mes recherches artistiques. Donc, un travail qui est plutôt un langage donc, qui est peut-être plus plastique que discursif, à la limite. J'entends la plasticité ici dans son sens de malléabilité, d'adaptabilité, de quelque chose qui est fluide, mais aussi dans le rapport à la matérialité même du langage, dans sa rythmique, dans sa sonorité, etc., puisque je crée beaucoup ce qu'on appelle aussi de la poésie sonore. Aujourd'hui, donc, je voulais présenter a priori une conférence performative, puisque c'est une forme qui, pour moi, peut témoigner de manière justement
plus plasticienne, de façon plus plasticienne, des méthodes et des concepts opératoires à l'intérieur de différents processus artistiques expérimentaux, et ou du moins joue sur cette tension entre discursivité et plasticité qui m'est chère. Mais j'ai mis cette idée de côté et j'ai décidé de faire une conférence un peu plus discursive, justement, afin que j'avais tellement de choses à vous dire. Après, j'ai pensé même apporter une sculpture cinétique que je suis en train de réaliser en ce moment, qui m'accompagne dans mes processus poétiques, qui, dans le fond, réagit au son de ma voix et qui dessine des partitions graphiques. Les partitions graphiques qui sont en fait une technique, une méthode de notation alternative au système de la portée en Occident. Et tout ça, pour moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise, cette machine-là, un peu plus tard, pour structurer justement mes interprétations, mes vocalisations de mes poèmes. J'ai mis ça aussi de côté parce que ça aurait été trop long à monter et démonter, puis je ne voulais pas nuire à la fluidité de la journée d'études. Donc, j'ai décidé de m'en tenir à mon travail sur justement l'hybridation humain-machine-artefact dans mon travail et en me concentrant plus spécifiquement sur la production textuelle. Production textuelle qui, je dirais, depuis les dernières années, tend de plus en plus, c'est-à-dire ma relation aux machines, aux interfaces que j'utilise, tend vers une production textuelle qui s'éloigne de plus en plus du langage naturel, ou du moins oscille entre ce type d'entreprise et d'autres où j'utilise, donc j'écris des textes en français principalement, mais qui répond d'une manière presque hallucinatoire à ce que les machines ou les interfaces me proposent, c'est-à-dire autant du code informatique que différents types de processus de reconstruction, déconstruction du langage qui me permettent donc de traduire ça en français du mieux que je peux. Bon, ça peut vous sembler tout obscur, tout ça, mais c'est pour ça que je vais vous donner un exemple concret de processus que je vais décrire minutieusement. Si je peux réussir à... Est-ce que c'est ça, là? La flèche de droite? Comme ça. Ah, ça marche. Bon, voilà. Ça, c'est un livre donc, que j'ai amené ici. Si ça vous tente d'en lire des passages plus tard, j'ai amené quelques livres. Un livre plus ou moins récent, c'est pas mon dernier livre, qui est paru en 2020. Donc, J'ai du bas dit à Loguet avec l'invisible, ou qui est issu d'un processus justement de boucle de rétroaction entre le performatif, les interfaces numériques et analogiques et la production textuelle et performative. Dans le fond, comment j'ai procédé, c'était le premier matériau textuel a été généré dans le cadre de performances que j'ai présentées à la galerie Léonard et Bina Hélène à Montréal, où à tous les jours, pendant un mois, je performais pendant les heures d'ouverture de la galerie, donc à peu près 6 heures par jour, où le processus commençait en arrivant en espace de la galerie, manipulant des artefacts qui étaient ici des sculptures textiles que j'avais créées. Donc, une action performative sur des sculptures textiles. Et ensuite, je prenais un cliché photographique des plis dans les tissus. Et ça, c'était analysé par une interface informatique qui générait une banque de caractères. Là, on voit ici le type de caractères que l'ordinateur générait. Et ensuite, j'essayais d'halluciner des textes en français à partir de cette banque-là, tout ça en temps réel. Ça donnait des textes, là, j'en vous en lis un exemple. Donc, les entités entre l'être de la fente et la scène pour franchir le bout et fleurir dans la frange, comme des eunuques plissés dans les pétales des fleurs du tapis pas lavé, étendu sur le chemin. Ensuite, ça c'est un exemple d'un texte que j'avais écrit. Ça devenait des contraintes ou du moins des instructions pour des performances que je réalisais. Donc, je réalisais des performances qui traduisaient d'une manière libre ces mots. Et ces actions performatives, en fait, grâce à une interface informatique ici, voilà, qu'on voit ici, donc à droite, vous voyez la complexité de la machine, permettait une machine donc constituée, là je vais peut-être le prendre dans mes... Ça va peut-être être plus facile pour... Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez ici, il y a une caméra infrarouge. Donc, une caméra infrarouge qui permet donc une captation, donc qui fait de la capture de mouvement, en fait, qui capte donc mon mouvement, qui fait du skeleton tracking, donc un suivi du squelette analysé par un premier ordinateur qui gère le data
et qui est acheminé vers un second ordinateur qui permet donc d'associer mes actions performatives à une déconstruction et une reconstruction du texte en temps réel versus à travers un logiciel qui c'est MaxMSP et qui produit un type de matériau textuel qui s'éloigne de plus en plus du langage naturel. On voit un exemple ici. Je vais faire de l'exercice, je fais ça. Bon, en tout cas, c'est pas grave, je vais faire ça de même. Donc là, c'est un exemple. Bien entendu, vu que j'ai travaillé pendant un mois, l'ordinateur crée une masse critique assez dense, hein, des centaines et des centaines de pages. Et ma manière pour sélectionner pour le livre les matériaux que je gardais qui étaient en langage non naturel, c'est-à-dire dans ce que l'ordinateur me proposait, c'était ce qui pouvait être vocaliser le mieux. Donc, c'était à travers la voix, à travers à travers le corps, en l'occurrence ma voix, que je pouvais sélectionner ce que je trouvais qui fonctionnait à l'oral. Et pour moi, l'oralité et la performativité est bien entendu une façon pour les œuvres d'art et les œuvres littéraires de rencontrer leur public. Bien entendu, est un artiste de performance et où l'oralité est centrale. Ça, c'est un exemple de texte qui était généré. Et ça, c'était pour la première partie du processus. Ensuite, donc c'était la première moitié du livre. La deuxième moitié du livre, j'ai créé... Oups, je me trompe toujours de flèche. Donc, pour synthétiser donc, cette première partie, je dirais donc, on voit là, ici la boucle de rétroaction entre donc des actions performatives qui manipulent donc des artefacts, en l'occurrence des sculptures textiles, qui est analysé par une machine qui génère donc des caractères à travers lesquels j'hallucine donc certains textes qui deviennent des instructions pour des actions performatives qui sont ensuite analysées par la machine qui permettent à ces actions performatives de déconstruire et de reconstruire le texte et ensuite qui sont sélectionnés oralement, vocalement pour créer un artefact textuel. Cet artefact textuel-là, après, j'ai nourri une machine, c'est-à-dire un autre logiciel que j'ai créé avec mon ami collaborateur et artiste programmeur James Shidlowski, où on a travaillé à partir des possibilités, les potentialités des réseaux de neurones artificiels afin de nourrir un ordinateur, afin qu'il puisse générer des poèmes à la manière de Jet Dubas, dit à Alloguet avec l'invisible. Bien entendu, c'est une interface qui utilise l'intelligence artificielle, mais puisqu'elle est assez rudimentaire, on voit déjà rapidement comment on peut s'éloigner du langage naturel, en l'occurrence ici le français. On voit comme par exemple, si vous voyez en haut, la température dans le logiciel, je ne sais pas si vous êtes familière avec l'intelligence artificielle, mais le degré de température, c'est ce qui détermine le degré de créativité de la machine. Là, elle est moyenne. À 0,8, c'est une créativité moyenne, donc on voit qu'elle est... elle fait encore, on voit le mot brie, on voit bout, on voit certains trucs certains mots qui sont issus du livre, mais très rapidement, elle génère d'autres types de signes. Et je me suis dit, ah, c'est assez intéressant. Comment, par contre, je pourrais essayer de retraduire ça en français, mais seulement à travers la sonorité. Et ça a généré toute la deuxième partie du livre où je m'essayais à traduire certains de ces mots-là, mais seulement à travers leur sonorité. Ça a donné définitivement, je me trompe de flèche, un poème comme ça, issu de ce processus. L'état des ongles travestis, c'est la mine du monde qui parle appelé, en soi enseveli, l'objet zéro en cellophane, sale senti, sous l'asphalte surtout. L'auréolole suture les cils disquettes doigts, ni sans même, pour l'exterminateur, l'idée, c'est ça, m'écœure lentement jusque dans les lignes sous le rouleau hanté, puant dans les ulcères en octet, la piste que tu proposes. Cette piste que tu proposes, ou du moins la piste proposée par l'interface, je dis ça puisque avec des amis programmeurs, les programmeuses, souvent, qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, c'est justement les excréments de la machine auxquels on ne s'intéresse pas. C'est-à-dire c'est lorsqu'elle prend un peu trop de liberté, ou du moins n'est pas assez raffinée, ou le machine learning n'est pas poussé assez à bout, que ça génère toutes sortes de signes étranges. Alors que, par exemple, on veut normalement travailler en intelligence artificielle pour la raffiner jusqu'à un point tel où la machine va vraiment être
tellement bien nourri ou avoir fait son apprentissage intelligemment, voire créativement, va pouvoir créer des poèmes, par exemple, à la manière de Emily Dickinson ou de José Yvon, ou dépendamment du type de modèle poétique qu'on nourrit la machine. Et moi, je me suis dit, au contraire, je me suis dit, ah oui, vous vous intéressez à ça, mais moi, justement, de toute façon, j'ai plus assez d'argent pour développer ma machine. Donc, je trouve ça plus intéressant de m'intéresser justement à quand elle devient très, très créative. Donc, ici, c'est moyennement créative, parce que lorsqu'elle est prudente, comme on va le voir ici, on voit, lorsque le degré de température est à 0,1, donc un degré de créativité assez minimal, on voit le plancher, de la motte, le plancher. Je vous explique ça parce que si je vous montre la première page de mon livre, c'est la motte sur le plancher. Bon, la motte sur le plancher, et elle, bon, le plancher de la motte, le plancher est très gentil, elle reste très, très collée, même sur la première page du livre. Puis moi, je me suis dit, non, vas-y, sois plus créative. Donc, j'ai exacerbé le degré de température. Là, je mets un degré 11, hein, je pourrais mettre 111, mais j'avoue que passé 10, on est on est dans un langage comme ça, là, un langage informatique qui se rapproche de plus en plus du ASCII, vraiment dans des choses où la machine parle vraiment plus proche de son propre langage. Et là, je me suis dit, bon, je l'ai entraîné à créer des textes à la manière de mon livre, mais c'est à mon tour de m'entraîner pour créer des textes à la manière de la machine. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, puis là, c'est un processus performatif complètement analogique et psychique, cérébral, où pendant, là, j'ai commencé ce processus-là il y a déjà à peu près 2 ans, où au début, j'étais assez assidu pendant plus de quelques heures par jour. J'essayais d'analyser de la récurrence de patterns dans ce qu'elle me proposait. Et je m'entraînais à écrire comme elle, de produire du langage ou des poèmes proches de ce qu'elle me proposait. C'était une analyse comme libre, mais quand même, ça m'a fait traverser toutes sortes d'analyses de logiciels, d'analyses de langage informatique, etc. Fait que la recherche était assez intéressante. Et j'avoue que maintenant, j'en fais plutôt quelques minutes par jour, là, mais quand même, je continue la recherche. Et c'était le premier poème que j'ai créé dans ce langage, est un poème de ce type. Fait que pour moi, c'est dans les poèmes peut-être les plus radicaux là, que je réalise et c'est dans quoi je m'en vais. Et pour moi, ce que je trouve intéressant de ce type de poésie-là, d'ailleurs, ce corpus de poésie va être publié avec un autre corpus de poésie dans la collection Phosphore des presses de l'Université Laval très bientôt. C'est un livre que j'ai coécrit avec le professeur associé Suzanne Leblanc, qui est une philosophe analytique, qui, elle, essaie de, donc, qui est assez spécialiste de l'histoire de l'informatique, d'ailleurs. Et c'est une logicienne, donc elle s'intéresse à essayer de comprendre théoriquement ce qui est en jeu dans ce type d'entreprise. En tout cas, je trouve ça fait que notre travail de collaboration est vraiment intéressant là-dessus. Et comme vous voyez, c'est comme des poèmes qui sont très visuels, mais j'ai beaucoup de difficultés ben c'est très difficile à les lire à haute voix. Euh, et pour moi, vu que l'oralité est centrale, oui, ouais, ouais, oui, ben ça c'est intéressant, mais parce qu'effectivement c'est un travail, mais c'est comme pour moi. Mon critère, c'est quand je sens que je me suis vraiment rapproché de mon analyse de ce que la machine a fait. Fait que c'est pas nécessairement une analyse purement esthétique, euh, je- mais j'essaie d'être rigoureux par rapport à comment j'ai compris comment la machine travaille. C'est-à-dire, si je regarde ce qu'elle me proposait et le texte, j'essaie de voir si, par exemple, la récurrence des patterns est assez exacte, est assez proche de ce qu'elle m'a dit, etc. Fait que c'est plus un souci de cohérence par rapport au projet puis par rapport au processus. Et ensuite, ça m'intéresse ce type de poésie, parce que dans le fond, ça s'inscrit pour moi aussi Là, on sort un peu du domaine strictement littéraire, mais d'une tradition pour moi qui est ancrée dans je dirais, tu sais, des efforts les plus expérimentaux de la poésie, mais qui se rapproche du paradigme des arts visuels. Là, je pense notamment aux partitions d'Ada, comme la Ursonate de Kurt Schwitter, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, la poésie Zaum, la poésie futuriste russe, qui n'a aucun, tu sais, que c'est vraiment un langage complètement inventé from scratch, tu sais, vraiment bottoms up.
qui se dissocient de leur langue maternelle. Fait que moi, c'est sûr que tout ça, puis ça va aussi en allant aux expérimentations poétiques très récentes qui s'intéressent aux possibilités des réseaux de neurones artificiels. Je pense notamment à Sofiane Aubry de l'École des médias, qui d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais beaucoup cette discussion-là sur la piste, la piste proposée par la machine. Lui, il s'intéresse, c'est un informaticien et un mathématicien. Il est plus dans un rapport logique. Moi, il a fait un super beau projet sur Wuthering Heights. Ou encore David Yavid Johnston, qui travaille aussi de cette manière-là, qui a d'ailleurs écrit un super livre publié au MIT Press, Aesthetic Animism, sur ce type de poésie générative, en passant justement par la poésie sonore. Je pense à Henri Chopin, qui travaille des poèmes qui sont strictement sonores, des fois qui n'ont aucun mot, hein, des fois oui, des fois non, qui sont publiés sous forme de micro-sillons. Bernard Heidsieck, Brian Geisen. La poésie concrète aussi, pour moi, tu sais, au niveau quand on parle de plasticité, la poésie concrète, je pense aux frères da Campos au Brésil ou encore Eugène Goringer en Allemagne. On est dans quelque chose qui est vraiment, qui peut être assez formel aussi. Mais ici, c'était vraiment l'idée de rester rigoureux par rapport à mon processus. Mais j'avoue qu'il y a quand même toute une filiation esthétique avec ces méthodes-là en création poétique expérimentale. Jusqu'à ici, hein, je dirais, la poésie, le langage exploré de Claude Gauvreau, qui pour moi, dès mon adolescence, m'a marqué profondément. Et pour moi, notamment, ces Jettements à la Lune, hein, écrits entre 68 et 70, qui pour moi, c'est un peu comme, je dirais, je suis rendu dans mes Jettements à la Lune, où là, on est vraiment ailleurs, mais là, je dirais que c'est un jettement peut-être avec les machines. C'est pas mon jettement, c'est mes jettements avec les machines, pour japper peut-être plus loin que la Lune et parler des entités non humaines, en quelque sorte. Voilà. Et maintenant, quand je parlais que je voulais rendre ça plus oral, vu que c'est plus proche de mon travail, l'oralité, c'est que là, le travail actuel porte sur la sélection ne sera plus juste sur la récurrence des patterns, puisque justement, j'ai commencé à comprendre assez bien ce principe-là. C'est que j'essaie de le sélectionner à travers qu'est-ce qui va bien fonctionner à travers ma voix. Fait que là, le critère est autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce que je peux dire. Fait que là, dans le fond, dès que je peux dire un signe ou un ensemble de caractères, je le sélectionne. Et donc, c'est pas nécessairement esthétique, c'est le processus juste, c'est une sélection qui passe à travers ce qui peut être dit. Et cela est justement accompagné. La machine que je voulais amener aujourd'hui, en fait, m'accompagne dans ce processus-là, c'est-à-dire je sélectionne par ce qui peut passer à travers ma voix ou ce qui peut être vocalisé. Et en temps réel, la machine génère des partitions graphiques et ces partitions graphiques-là m'aident à structurer mon interprétation vocale comme une partition musicale, mais graphique. Hein, c'est comme je disais tantôt, c'est un système de notation qui a été beaucoup exploité en musique expérimentale pour se sortir de la rigidité, de la portée. Mais aussi pour structurer différents éléments de la musique, parce qu'il faut que je le dise, mes publications sont souvent, des dernières années du moins, c'est souvent un livre et un disque, un album où je vocalise, je chante ces textes-là accompagnés de musique, étant musicien aussi. Un exemple d'ailleurs d'un objet qui vient tout juste de paraître, je dis objet parce que je ne sais pas, c'est comme une forme indécidable entre le poème graphique, le poème sonore et la partition graphique. Justement, c'était publié dans ce livre-là qui vient tout juste d'être lancé la semaine dernière. C'est un livre qui s'intitule La galerie qui t'offre pas 3 ans. Euh, donc et c'est là-dedans, c'est un de mes étudiants qui a publié ce livre, c'est lié à son mémoire de maîtrise, super intéressant projet sur les espaces alternatifs d'exposition, mais où j'ai réagi, ce texte-là, c'est issu d'un processus où je réagissais en temps réel à un texte théorique de Mark Wigley sur Buckminster Fuller, et je me suis intéressé donc à une forme de traduction en temps réel informatique du texte, et je me suis intéressé, dans le texte, il parlait de problèmes d'erreurs dans les transferts des données, fait que je me suis dit que je vais aller m'intéresser seulement aux erreurs dans le transfert des données, et essayer de voir donc tous les problèmes, tous les glitch en fait informatique. Qu'est-ce que, encore une fois, je pouvais vocaliser ou non. Et là, je passais avec le crayon en vocalisant le texte et en l'enregistrant. J'ai fait 2 interprétations, une qui était dans le fichier sonore dans le canal de gauche et l'autre dans le canal de droite. Et c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs. Et c'est comme ça que je sélectionnais les signes qui pouvaient être lus. Fait que c'est juste un exemple par rapport à ce que je disais, par rapport à la sélection. Mais là, c'est pas l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment des bugs de système. C'est mais c'est encore mon intérêt pour les erreurs puis les glitches. Fait que ça donne une espèce d'objet comme ça. Je vais juste regarder où j'en suis rendu pour être sûr. Parce que j'ai tendance à. Ah, c'est pas mal. Je suis à 22 minutes. J'en ai pour 3 minutes encore. Euh,
Donc, ici, je voulais parler de quelque chose qui s'éloigne de l'intelligence artificielle, mais qui est un livre que j'ai écrit avec mon ami et précieux collaborateur Simon Brown, qui est un livre aussi qu'on a écrit assisté par ordinateur, qui s'intitule Entonnoir de nu. J'en ai amené, si vous voulez lire certains vers ici. Ce que je voulais, c'est par rapport au lien avec la partition graphique, parce qu'avec Simon, c'est un peu partie de mes explorations avec Simon, où je me suis intéressé aussi à cet rapport au poème graphique, parce qu'avec Simon, avec un dispositif que je vais vous montrer, là, on essayait donc, on a écrit des poèmes et ensuite on essayait de les retranscrire avec certains types de dispositifs. Là, je vais vous montrer un dispositif très, très brut qui était le premier qu'on a inventé. Vous allez voir en quoi ça consiste. Voilà. La machine que je voulais amener aujourd'hui est beaucoup plus. Là, c'est vraiment. Ça, c'est un petit peu foireux. Mais ce que je trouve intéressant avec Simon, c'est que donc on avait mis des crayons à travers différents types d'objets qui fait qu'on avait beaucoup de difficultés à transcrire nos poèmes. Fait qu'on essayait de transcrire nos poèmes comme ça du mieux qu'on pouvait. Puis ça a généré toutes sortes de choses inintelligibles comme ça. Puis là, on s'est dit, bon, voyons, ben, on s'appliquait quand même. Mais vous voyez, c'est tout simple. Hein, c'est un truc pour aller retirer les cheveux dans des drains. Mais ça générait donc toutes sortes de poèmes graphiques et la recherche avec Simon actuellement, c'est qu'à la place d'essayer de transcrire, vu qu'on n'est pas capable de toute façon de transcrire nos poèmes avec ces dispositifs-là, on a décidé justement de faire le contraire, c'est-à-dire de partir des graphies inintelligibles et d'essayer de voir du texte dans ces graphies-là. Et là, donc, on ne sait pas encore si ça va faire l'objet d'un livre ou l'objet d'une exposition, parce que Simon est aussi un passé d'artiste visuel, même si maintenant il se consacre à la traduction et la poésie. Donc, c'est le type de travail. Et ce que j'appelle, pour moi, ce processus-là, c'est issu de ce que j'appelle des hallucinations pragmatiques. Et c'est beaucoup là-dessus que j'ai travaillé mon dernier livre, en fait, qui est paru un peu moins qu'un an, qui s'appelle AAGG Hallucinations de AAGG, où j'ai travaillé à partir de différents processus textuels, où là, un exemple ici qui n'a pas d'ordinateur du tout, qui est complètement analogique, où par exemple, je réalise des actions performatives. Là, on voit autant en forêt comme on voit que dans différents lieux. Donc, c'est une entité AAGG qui est née au début du confinement. Là, on voit bien, elle porte toujours des ongles. De là, on voit le retour des ongles travestis qui avait été prophétisé par le texte que j'ai lu un peu plus tôt. Et j'enregistrais tous les sons que ça produisait. Et je vociférais aussi des sons en même temps que je faisais les actions. Et j'ai fait des enregistrements sonores. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'essaie de réécouter les enregistrements sonores. Et à travers les bruits, j'essaie d'entendre des voix. Et j'ai quand même une faculté pour entendre des voix. Et ensuite, j'essayais d'entendre du texte qui était énoncé par ces voix-là. Et ça donnait un corpus poétique qui ensuite, qui est publié dans le livre, mais qui est aussi chanté et vocalisé sur mon avant-dernier disque, AAGG, Obsession de AAGG. Et tout le deuxième volet de AAGG, Hallucination de AAGG, c'est-à-dire le deuxième disque, est plutôt lié à toutes les interfaces numériques. J'ai repris un peu certains principes que je vous ai expliqués pour Jet du bas dit à alloguer avec l'invisible pour ce disque. Mais si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir davantage sur le processus de création de ce livre, je l'ai pas mal décortiqué dans un article, dans un texte que j'ai publié dans Espace Art Actuel, qui était publié au printemps, où là, je vais vraiment systématique sur tous les processus de création et donc d'interrelation et la boucle de rétroaction, donc entre la performativité, le rapport aux interfaces numériques analogiques et la production textuelle. Fait que je vais m'arrêter ici et voilà. Fait que merci beaucoup.